Donc, si vous voulez bien, on va commencer cette petite conférence. Alors bonjour et bonsoir à tous. Puis donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est Voie spirituelle versus transhumanisme. Alors, d'où vient cette idée de conférence, vous allez me dire? C'est que finalement, j'ai tombé sur le livre, je vais vous dire exactement le titre parce que j'avais, voilà, la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab. Alors, Klaus Schwab avait écrit un livre également sur le COVID plus récemment, puis je me suis intéressé donc à lire ces livres-là, j'en entendais parler de plusieurs sources et tout ça. Et puis, ce livre-là m'a interpellé parce que ça m'a amené un questionnement que j'avais envie de partager avec vous lors de cette petite conférence-là, et qui touche donc la voie spirituelle. Puisque la voie spirituelle, ben, nous, en tant qu'êtres humains, depuis qu'on est né sur Terre, il y a un thème commun que nous avons tous, c'est pourquoi on est là, hein, et d'où est-ce qu'on vient, hein, est-ce qu'il y a une force, est-ce qu'il y a une conscience cosmique, quelque chose qui anime chacun de nous, et pourquoi on est sur Terre, finalement, c'est une question que moi, j'ai toujours trouvé importante. Puis, cette question-là, effectivement, m'interpelle davantage aujourd'hui parce que je constate qu'on est en train d'entamer un processus dans l'évolution humaine qui favorise un peu ce que j'appelle, moi, la déshumanisation, c'est-à-dire qui nous éloigne de nos origines humaines et qui nous éloigne peut-être aussi de notre connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Alors, pourquoi je vous parle d'une connexion plus grande que l'être que nous sommes? C'est que moi, selon mes croyances, hein, selon mon expérience, selon ce que moi je fais comme travail aussi, bien évidemment, je fais des lectures intuitives à des gens. Et en faisant des lectures intuitives à des gens, en faisant un travail sur moi aussi à travers ces voyages intérieurs que je fais, je constate qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, de plus grand que nous, hein, qui anime la vie. Et quand on regarde la planète Terre, ce n'est pas quelque chose de si ésotérique à émettre comme idée. On regarde la vie est faite d'une forme de perfection, pourrait-on dire. Il y a une intelligence qui anime les cycles de la vie. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a cherché tout au long de notre évolution à essayer de comprendre mieux comment cet univers-là fonctionnait. Et on n'a peut-être pas toujours su s'harmoniser à celui-ci. C'est-à-dire qu'on a cherché à comprendre comment il fonctionnait, mais on a tendance, nous, en tant qu'êtres humains, de vouloir comme s'imposer à cet univers-là sans reconnaître l'intelligence qui animait l'intelligence qui régit la planète Terre, mais aussi l'univers. Alors, cette idée de déshumanisation, je vais vous donner des exemples de ça qui commencent à prendre forme sur la planète et qui sont quand même des éléments qui sont intéressants. Hein, parce que ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer à ce qu'on pourrait appeler le changement, mais on doit certainement s'interroger sur le changement de façon à ce que celui-ci puisse se faire en accord aussi avec cette grandeur humaine que nous avons tous. Donc, il y a un thème qui m'a fait sourire pendant un certain temps, qui me fait peut-être moins sourire aujourd'hui, mais qui l'est toujours tout autant en même temps, c'est que j'avais une amie à moi qui a une fille. Et cette fille me disait, à un moment donné, que, puis même cette femme-là m'en avait parlé, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de courant en France, mais je pense qu'il est mondial, hein, dans lequel les adolescents reconnaissent de plus en plus l'idée qu'être une femme, être un homme, c'est comme un mode de pensée. C'est-à-dire que c'est relié donc à une forme de pensée. Je suis un homme parce que les croyances de la société m'ont amené à être un homme. Les croyances de la société m'ont amené à être une femme. Comme s'ils reniaient un petit peu, comme s'ils ne reconnaissaient pas la réalité physique de notre corps, puis ils disent, bon, ben si tu es un homme, puis tu veux devenir une femme, mais tu as juste à te faire opérer, puis tu vas devenir ce que tu veux, et vice-versa. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que à notre époque, moi, je suis plus âgé que ces adolescents-là. Et on se dit, ben oui, mais c'est bien beau tout ça, mais quelque part, physiologiquement, il y a une réalité qui est là, et qu'évidemment, jouer sur cette physiologie-là, la transformer, c'est possible, bien sûr, mais c'est comme si ça devenait comme quelque chose de tout à fait naturel, comme si c'était normal, à quelque part, d'envisager ces changements-là qui pouvaient se faire. Alors, c'est un peu comme si on devenait une réalité virtuelle, comme si l'être humain que je suis physiquement parlant, ben, quelque part, il était devenu comme une forme de pensée virtuelle, et que la pensée virtuelle, ben, il suffisait justement de reconnaître que moi j'étais par exemple un homme, puis que cet homme-là veuille devenir une femme pour que justement j'ai simplement cette volonté d'aller dans un hôpital, me faire donner tout ce qu'il faut pour que je devienne une femme.
Et tout ça, elle est de source. Alors, c'est un élément intéressant déjà en soi parce que ça nous amène donc vers cette notion que, d'une façon générale, j'ai l'impression que l'être humain tend vers ce que j'appelle cette réalité virtuelle, d'être de moins en moins en harmonie avec son corps, avec la biologie de son corps, mais de plus en plus en harmonie avec un concept virtuel de ce qu'est ce corps-là. Et je vais aborder ça un petit peu, je vais approfondir cette notion-là à mesure qu'on va avancer dans la conférence. L'autre élément que j'avais envie de parler, c'est que, évidemment, c'est que il y a tout un réseau d'informations qui prend forme actuellement dans le monde. Je ne pense pas étonner personne en disant une chose pareille. Il suffit de regarder Facebook, WhatsApp, tous les réseaux sociaux, YouTube et tout ça. Il y a une multitude de réseaux et qui nous connectent. C'est-à-dire que nous, on est connectés avec ces réseaux-là. Moi, je me promène dans la rue, j'ai un téléphone, je peux me connecter avec Facebook, je peux me connecter avec tous les réseaux qui existent et ça fait de moi finalement un être qui est connecté avec la planète en quelque sorte, avec tout ce qui se passe dans le monde. Cette source d'information me permet de voyager en fin de compte sans être en mesure sans avoir à me déplacer. Je suis en connexion avec le monde entier grâce à cet outil qui est devenu les téléphones intelligents. Alors c'est intéressant parce que quand je pense à ça, moi, cette notion de réseau, ça me fait penser évidemment à l'idée qu'on est tous connectés. Alors, dans la tradition spirituelle, ça fait très longtemps que la spiritualité émet l'idée que l'être humain est relié aux autres êtres humains par une trame. Cette trame, c'est une trame subtile. C'est une trame vibratoire, énergétique. On sait que moi, en tant qu'être humain, je suis fait de chair et d'os. J'émets un champ d'énergie. Ces champs d'énergie-là, quelque part, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la résultante de ma relation avec la planète Terre et de ma relation avec le cosmos, qui fait que j'émets une certaine lumière de mon être à moi. Et cette lumière-là transmet de l'information qui me relie à d'autres êtres humains et qui vont faire que d'autres êtres humains vont être influencés par le rayonnement que je dégage et ainsi de suite. Donc ça, cette notion de réseau, c'est reconnu traditionnellement parlant dans la spiritualité depuis belle lurette. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce réseau dont on parle aujourd'hui, qui est relié donc à Facebook et tout ça, bien, nous fait comprendre quelque part que nous, en tant qu'êtres humains, on est en train de construire un réseau qui nous éloigne du vivant, mais qui nous connecte avec davantage ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que ce réseau-là, c'est un réseau qui est fermé, fermé dans le sens que c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui l'avons généré et qui l'avons construit et qui le transmettons. Alors que le réseau qui est associé à la spiritualité était un réseau qui était connecté davantage avec l'idée que moi, en tant qu'être humain, je suis en relation avec un vivant, avec un grand V, un vivant qui me dépasse, qui me surprend et qui me met en contact avec quelque chose qui me fait évoluer, progresser, cheminer dans un mieux-être humain. Alors, vous voyez que je vais faire ce parallèle-là entre ce que nous, en tant qu'êtres humains et à travers les démarches spirituelles, nous avons reconnu comme étant, nous sommes tous reliés vibratoirement, subtilement, énergétiquement parlant, et que pour moi, toute cette reconnaissance-là de cette réalité-là se fait à travers les neurosciences, l'épigénétique, la physique quantique. On reconnaît quelque part de plus en plus que l'être humain est connecté, puis cette connexion-là, finalement, lui permet donc d'influencer son cerveau, d'influencer ses gènes, d'influencer un tas de choses. Donc, on découvre à quelque part qu'on est on est en train de devenir des super-humains. Ces super-humains-là, on l'a toujours été. Sauf que l'évolution actuellement de notre conscience et de la compréhension de la science fait qu'on commence à comprendre que c'est tout à fait plausible de dire que nous sommes des supra-humains. On l'a toujours été, sauf qu'avant, on n'était pas capable de l'admettre rationnellement parlant parce qu'on ne reconnaissait pas cette réalité-là. Et aujourd'hui, d'une façon collective, la science est en train de nous dévoiler finalement que l'être humain que nous sommes avons des super pouvoirs, pourrait-on dire. Et ces super pouvoirs-là sont étroitement reliés à la reconnaissance d'une forme d'intelligence que nous sommes, mais qui nous relie aussi à l'univers. Donc, ce n'est pas juste une intelligence humaine c'est vraiment une intelligence que l'être humain fait émerger, mais qui nous relie à quelque chose de plus grand que soi. Et que les réseaux, à quelque part, qu'on est en train de construire, ben, pour moi, ça peut s'apparenter à une genre de toile psychique, un peu comme un genre de plafond de conscience qu'on est en train de construire par rapport à ces super-pouvoirs-là. C'est-à-dire que les super-pouvoirs nous rendraient des êtres humains supérieurs. Et ces réseaux-là, quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils font simplement nous ramener à ce que j'appellerais quelque part la distraction. Cette distraction-là, bien évidemment, nous enlève finalement cette opportunité de reconnaître qu'il est possible par la pensée de générer
une créativité, de générer des pouvoirs d'auto-guérison, etc., etc. Alors, évidemment, vous me voyez venir, hein, moi je vous parle, moi je suis concepteur, le créateur de la pleine conscience intuitive, donc c'est évident que l'intuition va être au rendez-vous aujourd'hui quand même à un moment donné ou à un autre. Mais tout ça pour vous dire finalement que ce qu'on peut envisager de ce réseau-là également, c'est que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Messager. Et dans ce livre-là, Le Messager, il était question évidemment que l'être humain que nous sommes avons atteint un degré de pollution mémorielle. C'est-à-dire que depuis le début des temps, l'être humain génère de la mémoire. C'est-à-dire que dans mon propre champ énergétique, je génère de l'information mémorielle appartenant à mon histoire de vie, etc., etc. Et je vais être connecté en réseau avec un endroit qui est un peu comme l'ensemble de toute la mémoire humaine existante depuis le début des temps. Et que tout ça, finalement, c'est une espèce de... Cette forme de pollution mémorielle qui se manifeste à cet endroit-là, ben, fait que moi, en tant qu'être humain, j'ai de la difficulté à envisager que je puisse créer un autre monde que celui que je connais, puisque cette mémoire-là me ramène tout le temps à ce que j'ai vécu, à ce que nous avons vécu en tant qu'être humanité, en tant qu'humain. Donc, finalement, pour moi, ce réseau d'informations qu'on est en train de construire, qui est artificiel, qui a été conçu par l'être humain, pour moi, est un reflet plus dense de quelque chose de plus subtil, qui nous ramène justement à cette notion de nous sommes tous connectés. Mais nous sommes tous connectés à quoi? Alors, on peut tous être connectés avec la mémoire humaine qui est pour moi une forme de pollution, c'est-à-dire que cette pollution m'amène à ne plus être capable en tant qu'être humain de reconnaître mes super pouvoirs, de reconnaître ma super connexion, pourrait-on dire, avec une forme d'intelligence supérieure à la mienne et qui pourrait me permettre d'envisager que l'être humain que je suis pourrait grandir et évoluer d'une façon beaucoup plus importante que simplement en me cantonnant à cette volonté que j'ai en tant qu'humain aussi, hein, de vouloir contrôler cette intelligence-là, de la rejeter, de la refuser, parce que j'en ai peur, parce qu'elle me met en contact avec quelque chose que je ne connais pas. Et en rejetant cette intelligence-là, mais ce que je fais, c'est que j'essaie de contrôler quelque part ce que moi, je suis en mesure de contrôler, c'est-à-dire de créer quelque part une dimension humaine fermée sur elle-même, qui n'est pas en relation et en harmonie avec les lois de l'univers, mais qui cherche plutôt à les contrôler. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. Si vous voulez peut-être me donner un petit message sur le chat, merci Marie-Lise qui me dit c'est juste, donc je suppose que je suis clair, je me posais la question, je l'étais, puisque des fois, on parle dans des trucs et puis c'est pas toujours très clair. Donc, vous voyez que cette notion de déshumanisation de l'être humain, on la retrouve donc, comme je disais tantôt, dans cette vision virtuelle de la féminité de l'homme et de la femme. On la retrouve également dans cette construction de réseaux d'information qui peut s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler le plan astral, entre autres, dans le monde ésotérique. Hein. Le plan astral, c'est un univers dans lequel on reconnaît qu'il y a des mémoires qui se retrouvent, des énergies mémorielles qui se retrouvent dans différents niveaux de conscience. Et ces énergies mémorielles-là, évidemment, ont des niveaux plus de basse qualité jusqu'à des niveaux de plus haute qualité, mais ce sont quand même des mémoires émotionnelles, c'est-à-dire des consciences d'êtres humains qui ont déjà vécu sur Terre et qui vont finalement, dans cet univers-là, être en interaction avec les êtres humains vivant sur Terre. Et les êtres humains vivant sur Terre vont nourrir ces émotions-là, ces mémoires-là, et il va y avoir comme un genre de phénomène de reproduction des mêmes émotions qui vont se revivre jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça que moi j'appelle le plafond. Le plafond, c'est que si moi je ne suis pas capable de réinventer l'être humain que je suis, parce que je suis complètement soumis à la mémoire humaine, aux expériences que j'ai déjà vécues en tant qu'être humain et en tant qu'humanité, bien inévitablement, il y a une espèce de cercle vicieux qui se manifeste, qui fait que l'être humain n'évolue plus dans le sens de se relier à cette intelligence plus vaste, mais il ne fait qu'évoluer dans la répétition de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Alors tout ça, évidemment, cette notion du plan astral, ben, quelque part, qu'est-ce qu'on peut envisager? C'est une hypothèse que j'aimais, qui touche un peu le livre Le Messager, dans lequel j'en parlais également, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, cette conscience mémorielle, ben, elle devient capable, à mesure qu'elle se consolide, à mesure quelque part que l'être humain évolue, ben, il commence à y avoir une interaction, un lien entre cette mémoire émotionnelle associée donc à la mémoire collective du temps. Cette mémoire-là, quelque part, devient comme une forme de conscience. Et cette conscience-là, ben, quelque part, elle a de plus en plus le désir de pouvoir communiquer avec l'être humain. L'être humain évolue. Et aujourd'hui, on atteint cette notion de transhumanisme, c'est-à-dire cette vision un peu futuriste, à quelque part, de l'être humain, qui va pouvoir maintenant commencer à envisager de construire des robots, de commencer à quelque part à influencer les gènes dans le corps, en faisant des transformations dans le code génétique, etc. Donc, on est en train de vraiment aborder
une idée que l'homme que je suis devenu, que nous sommes devenus, est capable d'envisager qu'il est le bon Dieu. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'être le bon Dieu. Et que parce qu'il a ce pouvoir d'être le bon Dieu, en tout cas, l'être humain peut commencer à l'envisager, bien, quelque part, ça nous relie, en fin de compte, davantage avec cette conscience mémorielle qui, elle, parce qu'elle s'est développée à travers le début des temps, mais qu'est-ce qu'elle veut, à quelque part, c'est elle de perpétuer sa vie jusqu'à la fin des temps. Cette mémoire-là ne veut pas mourir. Donc, on peut envisager que cette mémoire qui ne veut pas mourir, bien, finalement, elle trouve un point de jonction avec l'être humain que nous sommes sur Terre actuellement, dans le sens qu'il y a une forme de collaboration qui peut prendre forme entre les deux et qui font que l'être humain que nous sommes sur Terre devienne, entre guillemets, manipulé par ces forces-là qui veuillent justement nous garder dans une espèce de plafonnement mémoriel qui nous empêche donc d'accéder à ce que je pourrais appeler l'intelligence universelle ou le bon Dieu, si on veut l'appeler comme ça aussi. C'est toujours très clair, ça va? Donc, j'ai une question ici. Est-ce vrai, selon ton intuition, que si on se déconnecte complètement de la pollution des mémoires du plan astral, on est appelé à disparaître de la Terre? En fin de compte, je ne sais pas sur quoi c'est basé cette idée que ce que tu me dis, mais évidemment, ça touche à quelque part toute la notion de la spiritualité, encore une fois, je pense, ça fait référence à ça. C'est-à-dire que les gens, les grands maîtres spirituels, tous les objectifs, l'objectif des grands maîtres spirituels, qu'est-ce que c'est? C'est de parvenir à se détacher, à se dégager de la mémoire humaine, à un point qu'on arrive tellement dégagé, tellement détaché, qu'on va expérimenter ce qu'on appelle l'illumination, qui indique justement qu'on a apprivoisé les 7 plans de conscience, associés donc à l'évolution de la conscience humaine. Et lorsqu'on a apprivoisé ces 7 plans de conscience-là, quelque part, il y a cette forme d'illumination qui s'effectue. L'illumination, finalement, fait qu'on n'a plus, entre guillemets, raison d'être sur Terre, puisqu'on a accompli quelque chose. Est-ce qu'on va pour autant disparaître? Mais moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que je ne suis pas sûr de ça. J'aurais envie de te dire que, justement, parce qu'on a atteint ce niveau d'illumination, on pourrait certainement envisager que l'être humain qu'on est a un rôle à jouer important sur Terre, parce que la planète Terre a besoin de ces êtres humains-là, a besoin d'êtres qui ont atteint une illumination, qui ont atteint un niveau de conscience supérieur, et sont capables d'influencer l'humanité. Alors moi, je pense au contraire que ces individus-là, on en a énormément besoin actuellement, puis c'est essentiel qu'ils soient là. Dans le livre Le Messager, justement, on mettait en évidence cette notion de messager. De messager, ce sont des gens qui sont porteurs de messages et qui favorisent donc la transformation sur la planète Terre. Et je pense que c'est important de leur donner de leur droit d'existence. Actuellement, on voit quelque part que les réseaux d'information, actuellement, ce qui se passe avec le COVID, les réseaux d'information se sont donné le droit, entre guillemets, d'être ceux qui allaient déterminer la vérité, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des censeurs, ils vont censurer, ils vont dire ça c'est juste, ça c'est pas juste, etc. J'ai une petite pensée pour Thierry Casanova, que j'aime beaucoup, que je ne connais pas personnellement, mais que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour faire valoir comment se nourrir, comment beaucoup en liaison avec l'alimentation vivante, l'alimentation crue, qui a beaucoup travaillé aussi pour le jeûne, qui l'a fait avec, pour moi en tout cas, avec énormément de tact et d'intelligence, et qui a été justement, qui a tout récemment décidé d'arrêter de faire des vidéos, alors qu'il en faisait depuis plusieurs années, tout simplement, alors qu'il est très populaire, il y a 530 000 personnes sur YouTube, je pense, qui le suivent. Donc, c'est quelqu'un qui était très populaire, mais comme toute personne qui est très populaire et qui touche un domaine vivant, parce qu'il faut savoir que Thierry Casanova, qu'est-ce qu'il faisait? Il valorisait la vie. Il nous parlait de fruits, il nous parlait de légumes, il nous parlait quelque part de cru, il nous parlait simplement de se rapprocher du vivant, tout simplement, de reconnaître que le corps humain que nous sommes a besoin de vivant. C'était simplement ça qu'il disait, ou à peu près. Et évidemment, il y a eu toute une campagne de démolition qui lui a été adressée à travers les médias, etc., en Europe, et qui a fait que lui, à un moment donné, il s'est dit, bon, j'en ai marre, j'aime mieux me retirer. Et je vais donc laisser le soin à d'autres personnes de mon équipe de faire valoir qu'est-ce que le message que j'ai communiqué, mais moi, je vais me retirer parce que j'en ai marre de me faire toujours agresser de toutes parts. Et puis, évidemment, c'est ça qui est malheureux parce que finalement, ce que ça met en évidence, à quelque part, c'est que dès qu'une personne fait valoir quelque part le vivant, fait valoir quelque part quelque chose qui nous ramène au vivant et à l'intelligence universelle qui anime la vie, à ce moment-là, on est très mal perçu. On est très mal perçu parce que, quelque part, qu'est-ce que la société cherche à mettre en place actuellement? C'est une société déshumanisée, c'est-à-dire déconnectée de ses racines, déconnectée de la vie.
et que l'être humain que nous sommes devient de plus en plus connecté avec ce que j'appelle, moi, cette dimension virtuelle. La dimension virtuelle qui est finalement un concept, hein, quelque part, qui est presque un concept intellectuel, dans lequel les lois biologiques deviennent de moins en moins importantes parce que nous, en tant qu'êtres humains, on développe des technologies qui nous rendent capables d'influencer la biologie. Donc, comme on est capable de l'influencer, on est devenu le bon Dieu et on peut se permettre, nous, de décider qu'est-ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et malheureusement, avec la situation du COVID, il y a eu énormément de signes qui nous laissent croire quelque part que il y a donc des structures puissantes, hein, les médias sociaux sont devenus des structures puissantes qui contrôlent à quelque part l'information et qui nous éloignent encore une fois de cette espèce vivant-là. Et Thierry Casanova, malheureusement, est un exemple hein, d'une personne qui a subi à quelque part des pressions importantes pour l'empêcher de transmettre simplement des messages tout simples. C'était des messages vivants, simplement reliés à la vie. Et malheureusement, on lui a interdit, on lui a empêché à quelque part de pouvoir l'exprimer. Et je pense que quand on regarde historiquement parlant l'histoire de l'humanité, on voit bien quelque part que si je regarde l'intuition, qui est un thème à lequel je suis cher, mais moi, ça fait près de 30 ans que je pratique l'intuition. Et ça fait depuis 30 ans que je peux vous dire que je suis en situation où je suis toujours obligé quelque part de devoir mettre beaucoup d'énergie pour faire valoir ce que je fais, pour la simple raison que, socialement parlant, ce n'est pas reconnu, l'intuition, même aujourd'hui, même si on parle des neurosciences, même si on parle de développement au niveau de la physique quantique, etc., on ne parle toujours pas de l'intuition dans un contexte vivant. On va parler de l'intuition dans un contexte théorique. On va parler de l'intuition comme étant une belle idée, comme quelque chose de sympathique, comme quelque chose d'agréable, mais on ne va pas parler à quelque part de l'intuition dans un contexte pratique et comme une forme de science ou comme une forme d'outil véritable. On n'en parle que très peu. Alors, je pense que ça veut donc dire quelque chose. Ça veut donc dire que nous, en tant qu'êtres humains, à quelque part, on a des outils internes qui nous permettraient d'être finalement des supraconscients, des êtres de supraconscience, des êtres dotés d'une intelligence supérieure, grâce à cette capacité qu'on serait de développer ces intuitions-là. Mais donc, l'éducation ne donne pas d'espace à ça. Et évidemment, socialement parlant, quelque part, on a beaucoup plus tendance à pointer du doigt des gens qui font des hurluberlus, qui vont développer leur intuition en faisant des trucs hurluberlus, que de valoriser des gens qui vont chercher à faire, à utiliser l'intuition d'une façon qui peut être des outils véritables pour l'avancement de la conscience humaine. Alors pour moi, c'est évident que l'intuition fait partie quelque part d'un avancement important de l'évolution de la conscience humaine, parce qu'évidemment, c'est cette façon qu'on aurait de se connecter naturellement. On n'a pas besoin de réseau de téléphone cellulaire ou quoi que ce soit. On le ferait naturellement et on se connecterait à quelque chose de plus grand que soi. Et c'est ça, quelque part, que je crois qu'inconsciemment, l'être humain a peur. Parce que si on commençait à devenir conscient de ce vivant-là qui est en soi, on deviendrait quelque part des hommes et des femmes qui se tiendraient debout. Et parce qu'on se tiendrait debout, on ne serait plus donc manipulable de la même façon par la société. Alors, c'est certain que tout ce dont on parle ici par rapport au transhumanisme, pour moi, c'est simplement, finalement, l'être humain qui se pète les épaules, les bretelles en se disant, ben voilà, maintenant, je suis devenu quelque part le bon Dieu et maintenant, je peux faire ce que je veux. Et quand je dis l'être humain qui dit ça, bien évidemment, c'est une minorité d'êtres humains qui disent ça. C'est ceux, quelque part, qui ont les pouvoirs et qui sont capables, justement, d'amener un virage, d'imposer un virage pour que l'être humain soit obligé de subir ce virage-là, de suivre cette tendance-là, qui peut être positive à certains égards, j'en conviens, hein? Je ne suis pas un anti-ça, moi je suis plutôt moderne, donc j'aime la modernité. Sauf que cette modernité-là, lorsqu'elle est faite en désaccord avec les lois de la vie, je pense que ce n'est pas une bonne chose d'envisager de le faire comme ça. Donc ça, c'était un petit peu ça. J'ai un autre commentaire ici. Je ne comprends pas, c'est non, c'est elle le plan, je me permets une opinion. Je ne comprends pas très bien ton commentaire, donc peut-être que tu peux me préciser, je pourrais donc y revenir à ce sujet-là. Donc, on va poursuivre sur la petite réflexion que j'avais sur cette notion de déshumanisation. Alors évidemment, pourquoi on parle de transhumanisme? Parce qu'à quelque part, on est rendu à l'étape où, justement, dans le livre de Schwab, dont je vous ai parlé au tout début de la conférence, on amène cette idée que l'humain est en train d'être remplacé par la machine. On parle de 2025, je pense 2025, oui, c'est ça. Je n'en reviens pas parce qu'on est en 2021, c'est pour ça que j'avais un doute, mais on parle dans cet ouvrage-là de 2025 comme étant déjà quelque chose qui va être mis en place au niveau d'énormes transformations dans le rapport qu'on a avec la machine. Et dans ce sens-là, il y a déjà des machines qui, par exemple, sont capables d'écrire un roman
d'écrire un roman dans le sens créatif du terme, là, et ils ont fait lire des romans écrits par des vrais littéraires et par des machines. Les gens étaient incapables d'arriver à discerner qu'est-ce qui avait été écrit par le roman, par le littéraire, et qu'est-ce qui avait été écrit par la machine. Donc, c'est un exemple. Et maintenant, on est à l'ère aussi d'envisager des robots qui vont pouvoir faire des opérations très précises au lieu de prendre des médecins humains. On va prendre des machines. On peut remplacer des secrétaires aussi, bon, plein de travail qui vont pouvoir être remplacés par des machines et c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. Donc, il ne faut pas penser que ça va se faire dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme actuellement et je pense que le virage actuellement qui a été mis en place actuellement sur la planète Terre là, pour amener ce changement-là, ben, je pense que la situation qui se passe actuellement du COVID, ben, c'est un prétexte, hein, soit que le COVID est arrivé et qu'on a sauté sur l'occasion pour le mettre en place, ou d'autres hypothèses sont là. Mais c'est clair qu'il y a effectivement tout un autre regard qui est en train de prendre forme sur la planète Terre à ce moment-ci et que finalement, nous, en tant qu'êtres humains, ben, on doit se positionner pour être capable de se dire, bon, qu'est-ce que moi je fais avec ce qu'on est en train de me proposer? De quelle façon que moi je peux générer quelque chose qui va me permettre finalement de respecter ce que moi je crois comme étant important. Parce que je pense que c'est vraiment actuellement nécessaire de se poser des questions. Simplement, la question des vaccins est une question intéressante parce qu'encore une fois, c'est une réponse médicale, mais médicale dans le sens technologique du terme et dans le sens où l'être humain, quelque part, ne voit que cette solution-là. On sait qu'il y a peut-être d'autres solutions qui existent, par exemple par des voies naturelles, etc. Mais comme on ne les exploite pas et comme on ne les explore pas, bien inévitablement, les seules voies possibles deviennent les voies du grand savoir, le grand savoir humain qui, lui, à quelque part, ne reconnaît plus justement ce que la nature peut apporter, mais qui met en évidence ce que lui, l'être humain, a créé ou a mis en place. Et c'est là qu'on se positionne de plus en plus comme le bon Dieu et on remplace donc le Dieu. Hein, le Dieu, à quelque part, cette sagesse intelligente dont je parle, on la remplace en se disant, ben non, l'être humain est rendu maintenant Dieu parce qu'il est capable, par la technologie, de pouvoir faire plein de choses. Hein, il peut faire plein de choses sur la planète Terre. C'est ça un peu qui est le thème un petit peu que j'avais envie d'apporter aussi à ce niveau-là. Nous allons faire quoi en 2025? On va s'enquiquiner si la machine remplace tous les êtres humains. Bien sûr, Jean-Claude, c'est une... on va peut-être redevenir encore plus nécessaire, c'est toutes des hypothèses, évidemment. On va espérer que ce ne soit pas le cas. Hein. On va espérer finalement que l'être humain aurait la sagesse intelligente de comprendre que la machine, ce n'est pas une mauvaise idée. Moi, je ne suis pas nécessairement contre. Hein. Sauf que si on l'utilise, la machine, avec cette idée d'une croissance économique constante et continue, et qu'on cherche à vouloir finalement créer des situations de déséquilibre sociaux importants, parce qu'évidemment, ça peut générer quoi? Ça peut générer que des gens, quelque part, vont se retrouver dans une pauvreté de plus en plus importante versus des gens qui vont devenir de plus en plus riches d'une façon de plus en plus importante. Donc, ça va créer des déséquilibres sociaux importants. Donc, c'est certain qu'il faut en développer. On peut amener des changements comme ça importants. Ça fait partie de l'évolution de la conscience humaine, de vouloir se développer. Puis, pourquoi pas, si on peut être capable de soigner les gens plus efficacement à travers des moyens comme ceux-là, c'est très bien. Sauf qu'en même temps, on comprend comment l'être humain fonctionne et comment l'être humain a tendance à vouloir s'approprier des pouvoirs, continuellement des pouvoirs que moi j'appellerais artificiels. C'est des pouvoirs quelque part qui sont reliés à l'argent et qui sont reliés effectivement à des rapports de force que l'être humain établit entre certaines personnes et certaines autres personnes. Donc, on vit comme ça. On vit dans une société qui existe depuis longtemps comme cela. Et je pense que ce qu'on doit envisager, c'est un nouvel univers, un nouveau monde dans lequel l'être humain doit comprendre qu'il n'est pas, on n'est pas les uns contre les autres. Hein, il s'agit de regarder ce qui est passé avec le COVID, encore une fois, pour se rendre compte comment on a réussi, comment les médias, comment les informations ont pu générer cette notion de conflit entre les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a certains êtres humains qui étaient pour les restrictions sanitaires, etc., et d'autres qui ne l'étaient pas. Et la façon que les médias ont manipulé l'information, ont présenté l'information, ça a beaucoup contribué à créer des conflits, des situations de tension entre les gens. Et évidemment, pendant que ces situations de conflit existent, bien, quelque part, bien, les gens ne sont pas regroupés, ne sont pas capables de réagir positivement à une situation parce que quelque part, on est toujours en conflit, en discussion, etc. Et je pense que ça fait partie quelque part de
de ce que j'appellerais un peu la manipulation, hein, quelque part, des médias qui font que l'être humain que nous sommes, ben, on n'est pas dans une position de pouvoir. Et quand on se rapproche d'une démarche intuitive, la démarche intuitive, c'est être capable d'apprendre à reconnaître ce qui est derrière ce qui se manifeste. Et c'est ça, quelque part, que je crois qu'on va devoir apprendre à développer si on veut effectivement retrouver un pouvoir, ne pas être finalement constamment happé par cette puissance finalement évolutive. C'est une puissance évolutive. Hein. Je n'adresse pas ça à je ne dis pas que ce sont des êtres humains comme tels, mais ces êtres humains-là, finalement, sont manipulés par des puissances évolutives, que je pourrais dire involutives en quelque sorte, qui nous éloignent des lois et des règles de la vie humaine et de la nature, et que plus évidemment ça nous éloigne de ça, mais plus évidemment on est en train de faire des mutations, des transformations qui vont finalement faire qu'on va être un petit peu comme des dieux, comme je disais tout à l'heure, et que finalement à travers ça, ben, on va entraîner des transformations qui ne sont pas nécessairement très heureuses possiblement. Donc c'est pour ça qu'on doit commencer justement à envisager une autre vision du monde qui est celle pour moi de la voie donc de la spiritualité intégrée. Hein, quelque part, la voie spirituelle, c'est quoi? C'est la voie dans laquelle je reconnais que je peux justement devenir un être associé à une forme qui reconnaît la spiritualité, tout en reconnaissant justement cette évolution qui est là. On n'est pas fermé à l'évolution, mais on est certainement désireux de voir que cette évolution-là, ce développement-là puisse s'intégrer dans une voie plus spirituelle. Alors, la voie spirituelle, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Bien évidemment, la science a amené beaucoup de transformations sur notre regard sur la spiritualité. Moi, ça fait des années que je m'intéresse donc à cette notion scientifique parce que je me dis que la voie ésotérique du passé est une voie quelque part qui est souvent colorée par des concepts justement qui sont dépassés. Sans vouloir vexer qui que ce soit en disant ça, hein, c'est que c'est simplement qu'on doit constater aujourd'hui que la modernité a bousculé quelque part un certain nombre de données et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle Dieu, ben, on peut l'envisager aujourd'hui comme étant quelque part presque une formule mathématique ou en tout cas une forme d'énergie, si on peut l'appeler comme ça, qui est dotée d'une conscience et que cette capacité que nous, en tant qu'être humain, on a de pouvoir développer cette relation avec cette conscience-là, ben, fait qu'on est en train de créer ce fameux réseau humain. Et c'est ce réseau humain-là qui m'intéresse et qui ouvre la porte à une voie spirituelle et qui fait que tous les développements humains qu'on est en train de faire, ben, on va pouvoir chercher justement à les développer pour créer un monde meilleur. Créer un monde meilleur, ça veut donc dire de réinventer la roue, réinventer finalement ce qui a été conçu jusqu'à maintenant sur la planète Terre pour se dire, mais où est-ce qu'on s'en va? Hein, qu'est-ce qu'on en si on continue dans une voie comme celle qu'on est en train de développer, on veut évoluer, hein, on veut développer cette relation divine, hein, on veut devenir Dieu, on veut avoir l'impression quelque part qu'on peut créer la vie finalement. C'est une idée pas mal, hein? Sauf qu'en même temps, ben, on se dit, ben oui, mais est-ce que je peux créer Dieu, mais c'est quoi les impacts de ça? Et de quelle façon que je peux, moi, accepter, respecter la vie, tout en amenant cette notion de compréhension de la vie que j'ai envie, moi, d'avoir sur la planète Terre, puis de quelle façon je peux trouver un équilibre là-dedans. C'est ça qui est la grande clé, je dirais. Ça demande la maturité. Et la maturité, on ne l'a pas. Alors, vous comprenez que c'est là un petit peu le problème, finalement, dans lequel on se retrouve, c'est que l'être humain a développé des technologies qui le dépassent complètement et, évidemment, il cherche à les appliquer avec sa volonté de contrôle, de pouvoir, de vouloir dire de vouloir se prévaloir qu'il est un peu le Dieu. Et c'est là, effectivement, qu'il peut avoir un problème. Mais nous, en tant qu'être humain, avec de l'autre côté, on découvre de plus en plus avec la physique quantique, avec l'épigénétique, avec les neurosciences, on est en train de découvrir que l'être humain a un pouvoir sur lui-même et que ce pouvoir-là l'amène justement à s'éveiller à une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime son être et dans laquelle il reconnaît qu'il peut avoir un impact sur ses gènes, il peut avoir un impact sur son corps pour être en plus grande harmonie avec celui-ci. Et tout ça, finalement, nous permet aussi de comprendre que nous, en tant qu'être humain, on est donc de la lumière. Et cette lumière-là, quelque part, par le pouvoir de la pensée, par les neurosciences, par l'épigénétique, on se rend compte qu'on peut donc modifier notre corps, le transformer, et on devient donc des êtres hyper puissants. Donc, ces êtres hyper puissants-là se développent sans passer par le transhumanisme, sans passer par des transformations qui se font à travers donc des interventions sur les gènes, quoi que ce soit, d'un point de vue mécanique. Ça se fait à travers justement un niveau de conscience. Et ce niveau de conscience-là, ben, je pense qu'il est important certainement de porter attention à celui-ci et de commencer à se rendre compte que si on veut justement devenir
un messager, pourrait-on dire, parce que pour moi, le messager, c'est quoi? C'est cet être humain-là qui devient porteur de la lumière et qui devient désireux, quelque part, d'amener l'humanité vers cette lumière-là, de se diriger vers cette lumière-là. On a tous cette responsabilité, je pense, de poser une action dans cette direction-là pour permettre simplement à cette lumière-là de demeurer vivante, de demeurer présente sur la planète Terre et de s'assurer justement qu'elle existe, qu'on la nourrisse et que les êtres humains deviennent de plus en plus conscients de cette réalité-là. Donc ça, je pense que c'est un élément important parce que quand on se regarde historiquement parlant comment on fonctionnait en tant qu'être humain, on comprend quelque part que dès que l'être humain, quelque part, commence à s'ouvrir à ce qu'on pourrait appeler la vie avec le grand V, en général, la collectivité humaine va avoir tendance justement, parce que ce n'est pas la science, parce que ce n'est pas l'évolution humaine, parce que ceci, parce que cela, ils vont avoir tendance justement à vouloir imposer leur vision des choses. On pense au Moyen-Âge, beaucoup de femmes ont été tuées au Moyen-Âge parce qu'elles avaient la conviction que les forêts étaient animées par une forme de sagesse, une forme d'intelligence, et qui étaient défendues parce que les systèmes religieux en place reconnaissaient quelque part que ce n'était pas possible que cette réalité-là. Donc, ces femmes-là ont été perçues comme étant des sorcières, puis on les a brûlées. Il y en a eu énormément. Aujourd'hui, quelque part, on se retrouve dans une situation où maintenant qu'on ose dire qu'on est vivant et qu'on ose remettre en question ce qu'on appellerait la science, mais la science avec des petites guillemets, parce que c'est une science qu'on peut questionner, parce que c'est une science à quelque part qui s'apparente plus à une religion qu'à une science, véritablement, malheureusement. Et encore une fois, mais on se retrouve dans une position où, encore une fois, en tant qu'être humain, on se retrouve dans une position quelque part confuse, parce que d'une part, cette fameuse science se dit à quelque part à la vérité, alors que la science, à quelque part en soi, émet des hypothèses, essaye de comprendre les choses à une forme d'humilité, en fin de compte, qui fait que la science peut évoluer et peut progresser. Quand elle se donne le droit d'être dans la vérité absolue et d'interdire toute forme de discussion, elle n'est plus une science, ça devient véritablement une religion. Donc, je pense que c'est donc important, quelque part, de comprendre que cette interdiction, cette tendance à interdire la connexion avec la vie, je pense encore à Thierry Casanova, qui a vraiment, on lui a interdit ça. Quand je pense à Monsanto, par exemple, qui a tendance de plus en plus à vouloir finalement imposer à quelque part ces fameuses graines qui ont été traitées quelque part dans la nature, quelque part, ça veut donc dire que progressivement, à un moment donné, on va plus être en connexion avec la vie, on va être en connexion avec des modifications de la vie. Et quand on pense justement, à toute cette tendance à quelque part de vouloir avoir des impacts sur ce code génétique, que l'être humain puisse modifier le code génétique, bien inévitablement, ça nous fait réfléchir sur l'idée quelque part qu'on ne sera plus vivant, quand on ne sera plus en harmonie avec la vie, on va devenir finalement une mutation de la vie, on va devenir une transformation de la vie. Maintenant, l'être humain que nous sommes, on ne peut pas savoir vers quoi ça tend cette mutation, cette transformation-là. On va faire que la vie va se trafiquer, on va la trafiquer la vie, et dans ce sens-là, bien évidemment, ça va nous amener ailleurs. Ça va nous amener où? On ne le sait pas trop. Mais c'est clair, c'est que nous, en tant qu'être humain, on doit être porteur, je pense, de la vie dans le sens noble du terme et de chercher à la valoriser le plus possible. Et pour faire ça, il faut effectivement aussi se reconnecter avec l'idée de réinventer le monde. Réinventer le monde, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui fonctionne sur un système capitaliste, un système quelque part où il y a des gens quelque part qui s'imposent à d'autres êtres humains, etc. Et je pense que le mode collaboratif est un mode à quelque part qu'il faut envisager. Ce mode collaboratif-là exige quoi? Il exige justement que des êtres humains aient la maturité requise pour ne pas souhaiter profiter de l'autre, mais souhaiter de collaborer avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui exige, encore une fois, cette voie évolutive, c'est-à-dire que l'être humain doit avoir la maturité requise pour être capable de faire ça. Mais moi, je pense, évidemment, que si, justement, l'être humain que nous sommes, tentons de commencer à réinventer le monde, à essayer d'envisager un monde différent, quelque part, on va pouvoir éventuellement arriver à le générer, à le construire. Je pense qu'il faut partir sur ce principe-là, sinon il y aurait plus rien, on n'aurait rien à faire, puis on lancerait la serviette tout de suite. Donc, réinventer le monde, c'est commencer à se rendre compte, effectivement, que le monde dans lequel on se retrouve est un monde qui a été construit par l'être humain, par un être humain non évolué, et qu'aujourd'hui, on évolue, puis on doit quelque part questionner ce monde non évolué-là, parce que quelque part, si la planète Terre est en si mauvais point actuellement, c'est parce qu'on n'a pas respecté la vie, tout simplement. Si l'être humain, il y a tant de pauvreté dans l'humanité, tant de famine dans l'humanité, c'est qu'on ne respecte pas la vie.
Et je pense qu'on est rendu tellement à une étape de la vie où on se dit, mais comment ça se fait que le COVID a généré tant, il y a eu tant d'actions qui ont été faites pour protéger la vie dans cette circonstance-là, alors que de la famine depuis très longtemps, et que cette famine-là, on s'en fout. On s'en fout, dans plusieurs pays, on s'en fout, on se fout. Les gens meurent depuis depuis belle lurette aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment envisager quelque part un autre regard. Je demanderais à la personne qui a peut-être il y a un micro que j'entends, donc si vous voulez le fermer, si vous voulez bien, ça éviterait que je cherche. Je vais faire ma petite recherche pour couper le son. Bon, je ne le trouve pas, mais qu'importe. OK. Donc, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous me suivez bien par rapport à tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant? Donc, pour moi, réinventer le monde, ben, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire développer nos super pouvoirs. Et nos super pouvoirs, ben, c'est effectivement se reconnecter justement avec cette capacité que l'on a de retrouver cette sagesse à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette sagesse-là, ben, j'avais envie donc de vous rappeler peut-être des étapes là, qui pourraient être intéressantes à développer pour vous amener à ces super pouvoirs-là. Alors, les super pouvoirs dont je vous parle, finalement, c'est les super pouvoirs que moi, je vous parle depuis 30 ans. Et puis avant moi, bien des gens en parlaient avant. Donc, ce n'est pas des super pouvoirs si exceptionnels que ça. Sauf que si on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est, malgré que ces pouvoirs-là ne sont pas si exceptionnels que ça, on en est toujours au même point. C'est-à-dire qu'on reconnaît de plus en plus et toujours de la même façon que ces super pouvoirs-là, quelque part, souvent, on pense qu'ils sont attribuables à des gens particuliers, à des gens spéciaux. Je pense entre autres à l'intuition, hein, ou même à la guérison, à se soigner, à pouvoir faire des modifications sur notre corps, sur nos gènes, etc. C'est toutes des choses qu'on a l'impression que ce sont d'autres êtres humains qui sont capables de le faire et que nous, on n'est pas capable de le faire parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait. Et moi, ça fait depuis 30 ans que je travaille pour essayer de faire valoir comment fonctionnent ces choses-là. Puis beaucoup de gens, quelque part, vont préférer rester accrochés sur des concepts ésotériques, comme par exemple le troisième œil. Hein, ouvrir son troisième œil, c'est bien beau dans un salon, c'est bien sympathique de dire oui, il faut ouvrir son troisième œil, mais comment tu fais pour ouvrir ton troisième œil physiquement? Hein, comment tu fais? Tu prends-tu une fourchette, un couteau pour l'ouvrir, ou comment tu fais pour ouvrir ce troisième œil-là? Donc souvent, cette idée d'ouvrir son troisième œil, c'est basé sur quoi? C'est basé sur un apprentissage, d'abord et avant tout, de reconnaître qu'à l'intérieur de moi, dans toutes les cellules de mon corps, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est là. Et comment je peux accéder à cette intelligence-là? C'est par l'apprentissage qui va faire que, justement, cette habileté d'avoir un troisième œil, c'est que ça va se développer à travers cette capacité que j'ai de reconnaître que dans mon corps, il y a un langage interne. Ce langage interne se manifeste à travers les images, les sensations, les mots qui se manifestent à travers mon mode imaginaire. Et que tout ça, finalement, est un apprentissage qui fait que j'apprends à parler cette langue-là. Et cette langue-là, finalement, exige simplement que j'utilise les bons outils pour y parvenir. Ce n'est pas par le troisième œil que je vais y parvenir, c'est par mon support imaginaire, par mon véhicule imaginaire qui va faire que je vais pouvoir voyager à l'intérieur de mon corps et que je vais pouvoir capter des images, des sensations, des mots et que je vais pouvoir établir un échange, une discussion avec ces perceptions-là. Alors, c'est quelque chose, évidemment, qui peut paraître très simple, ce que je viens de vous nommer, mais on peut le faire aussi sur un partenaire. On peut développer la clairvoyance de l'autre ou la clairaudience de l'autre, la clairsentience de l'autre. On peut le faire sur des arbres, sur la nature, sur la vie. Il n'y a pas de limite à ce processus intuitif-là. Il faut simplement comprendre que dans cet univers subtil, et moi, je suis un être fait de chair et d'os, mais je suis relié par un univers subtil avec la vie. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si je suis relié avec la vie, ça veut donc dire que je peux échanger avec la vie, interagir avec la vie, communiquer avec la vie. Et que ça, c'est un certain super pouvoir que d'être capable de faire ça, parce que ça me permet justement de quitter mon mental et de quitter quelque part ce que j'appellerais le savoir humain pour accéder à un savoir que j'appellerais, qui est plus expérimental, qui est plus directement relié à nos tripes, hein, qui est directement relié à une forme d'intelligence universelle qui est présente en nous et qu'on apprend à faire confiance et qu'on apprend à développer pour être capable d'élargir notre champ de conscience, d'être capable de devenir plus grand, plus fort, plus puissant. Parce qu'à travers ce processus-là, on devient moins manipulable parce qu'on est capable justement d'être dans une position de verticalité. Et cette position est importante, je dirais. Il y a une question qui m'est posée. L'intuition nécessite une cohérence cardiaque. Le stress nous coupe de notre intuition sur une base quotidienne. Bien, avant de parler de la cohérence cardiaque, j'aurais envie de parler de la tradition indienne parce que la tradition indienne, elle parle depuis très, très longtemps de la respiration.
Et la respiration, c'est le pranayama. Et il racontait, je me rappelle, je regardais ça avec un certain BA d'admiration qui disait que par la respiration, on pouvait atteindre le bonheur. On pouvait atteindre justement la joie parfaite. Alors évidemment, ça me paraissait un petit peu bizarre qu'on puisse dire ça. Ça fait très longtemps dont je vous parle. C'est au tout début quand je commençais à m'intéresser à ces choses-là. Moi, je n'ai jamais été je me suis jamais très orienté dans ça parce que j'avais la formation qu'un guérisseur, donc je m'étais orienté vraiment dans cette voie-là. Mais le yoga avait des réponses très intéressantes. Et je pense que donc les techniques respiratoires qui étaient proposées dans le pranayama sont très intéressantes et elles étaient proposées comme préparatoires à la méditation. Donc, moi, après ça, j'ai donc pratiqué ces techniques-là et je trouve ça très puissant de pouvoir vraiment travailler la respiration avant de faire la méditation. Et évidemment, la cohérence cardiaque est venue après. Et évidemment, c'est la science, encore le développement de la science qui a permis de démontrer que la cohérence cardiaque, qu'il se développait une cohérence cardiaque lorsqu'on pratiquait des techniques respiratoires particulières. Et donc, ça a été donc identifié, donc une certaine technique de cohérence cardiaque qui a été reconnue comme étant la façon de faire pour établir la cohérence cardiaque, sauf que dans le pranayama, dans les techniques respiratoires yogiques, on arrive au même résultat par des techniques respiratoires et ça se fait depuis des millénaires. Je voulais le dire parce que je pense que c'est important de comprendre effectivement qu'on a tendance quelquefois à se couper du passé, surtout le passé finalement qui a un savoir de sagesse, pour se l'approprier. Alors, moi, quand je dis que je fais la pleine conscience intuitive, bien, quelque part, la pleine conscience intuitive, c'est une création, sauf une création qui s'inspire de toutes les traditions anciennes. Et je pense que je ne suis pas en train de dire non à ce qui n'est pas eu dans le passé, mais je suis en train de chercher à intégrer dans un langage plus actuel quelque chose qui existait dans le passé. Et je pense que c'est important de reconnaître quelque part que l'être humain que nous sommes, nous rejetons nos racines. Nous rejetons quelque part cet élément vivant qui est en soi, qui est relié à ces sagesses ancestrales. Parce que quelque part, nous sommes dérangés par cette vie qui est en nous, parce qu'elle nous connecte avec quelque chose de plus grand que soi. Et comme nous avons un ego et que nous avons une volonté quelque part de faire de notre vie ce qui nous appartient, en tout cas du moins c'est ce que on croit, bien, quelque part on se ferme donc à cette vie-là. C'est ce qui explique pourquoi depuis le début des temps, cette vie, en quelque part, cette sagesse intelligente n'arrive pas à pouvoir s'imposer en quelque sorte parce que l'être humain s'y refuse. Pour répondre à ta question, Mélissa, concernant l'intuition nécessite une cohérence cardiaque, je vais te dire très franchement, je te dirais, et ça c'est pour un peu te piquer, je dirais que c'est pas vrai. Je dirais que c'est pas vrai parce que moi, quand j'ai commencé, la cohérence cardiaque n'était pas quelque chose de valorisé à l'époque. OK? Et donc, des techniques respiratoires peuvent favoriser le développement de l'intuition, tout comme la cohérence cardiaque. Moi, qu'est-ce que je considère qui m'a été le plus utile pour développer ma perception intuitive, c'est la pratique de l'enracinement. La pratique de l'enracinement est une technique dans laquelle on se relie à l'énergie de la Terre et on se relie à l'énergie du ciel et on le fait d'une façon consciente en utilisant le mode imaginaire, le véhicule imaginaire pour accompagner l'énergie de la Terre, celle du ciel, pour que les deux énergies se connectent dans notre chakra du cœur. Alors, c'est ça qui est beaucoup, qui va faire que dans mon cœur, il y a un genre de soleil rayonnant lumineux qui va prendre forme. Et c'est ce soleil rayonnant lumineux qui va ensuite me permettre de pouvoir voyager en moi ou vers un partenaire. Donc, quand on veut vraiment parler de l'intuition, c'est ça. Maintenant, la cohérence cardiaque peut favoriser le développement de l'intuition. Pourquoi? Parce que la cohérence cardiaque va finalement aussi avoir une action au niveau de notre cœur et va nous amener justement à être davantage connectés avec notre intelligence émotionnelle. Notre intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est que je suis moins dans ma tête, je suis plus dans mon cœur. Et parce que je suis plus dans mon cœur, qu'est-ce qui a été observé? Ce qui est tout à fait logique, c'est que je suis plus connecté avec ce que les autres sont autour de moi. C'est-à-dire que je suis capable de comprendre la personne qui est devant moi parce que le cœur me connecte avec l'autre. Et quand on dit j'aime quelqu'un, ça veut dire quoi? J'ai tendance à vouloir me relier à cette personne-là. Donc, quand j'utilise consciemment mon cœur pour me relier à quelqu'un d'autre, bien inévitablement, je suis plus conscient que l'autre personne, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle expérimente. Je suis plus capable de me connecter avec son besoin et je suis plus capable de reconnaître de quelle façon je peux l'aider. Alors, il a été observé que grâce à l'intelligence émotionnelle, on parvenait à être de meilleurs directeurs, de meilleurs patrons, parce qu'on était plus capable de comprendre ce que les autres étaient. On était moins dans le mode « je suis le patron et vous allez écouter ce que je vous demande ». J'étais plus dans le mode « je suis le patron et je souhaite que vous soyez heureux, je souhaite à quelque part qu'on s'entende bien, je souhaite qu'on trouve une collaboration optimale qui va faire qu'on va pouvoir développer des belles
des belles progressions professionnelles. Donc, c'est tout ça, quelque part, qu'il faut comprendre ici. Donc, oui, la cohérence cardiaque est un élément qui va favoriser le développement de l'intuition, mais encore là, si on ne comprend pas bien le langage imaginaire, qu'on ne comprend pas bien comment le langage imaginaire peut se développer, ben, la cohérence cardiaque va être un outil qui va pouvoir nous aider, mais qui va nous amener à stagner à un moment donné parce qu'on va devoir, à un moment donné, intégrer cette notion de la pratique de l'imaginaire pour être capable de développer son langage intuitif. C'est fondamental pour moi pour être capable de dépasser ce que j'appelle le côté anecdotique de l'intuition. Hein? On peut être intuitif d'une façon anecdotique, hein? J'ai une intuition comme ça, ou on peut aussi maîtriser l'intuition. Et c'est ça, quelque part, que moi, j'essaie de transmettre à travers les enseignements que je propose. Il y a une question ici. Tu vois, Mélissa qui me dit, oui, la respiration par le ventre pour passer en mode parasympathique, ça, c'est une façon de travailler avec les pranayama, mais il y a bien d'autres façons et des rythmes respiratoires de la même façon que la cohérence cardiaque qu'on retrouve dans le pranayama. Moi, je pratique, par exemple, le 3-6, qui est une technique de pranayama au niveau respiratoire qui favorise la cohérence cardiaque aussi, mais qui est donc différente du rythme proposé dans la cohérence cardiaque. Cécile qui me dit, je comprends le besoin de travailler sur son taux vibratoire, mais est-ce que le protéine spike aura le dessus sur notre âme, corps et pensée? OK, ben ça c'est une bonne question et je vais t'avouer très franchement que c'est une grande question et ce que je dirais par rapport à ça, c'est que le pouvoir de la pensée est énormément puissant. Alors, donc, la première chose que je dirais, c'est que si moi, je commence, parce qu'il y a deux versants d'information actuellement, et ces deux versants d'information sont gauche-droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication ou d'échange entre les deux, et c'est vraiment dommage. Donc, il y a deux côtés, il y a les pro-vaccins, on va les appeler comme ça, qui, eux, vont finalement suivre les directives, ils vont trouver ça tout à fait correct, ils vont vraiment parler de responsabilité collective, etc. Donc ça, c'est une collectivité. Puis l'autre collectivité, c'est celle, à quelque part, qui va reconnaître justement que le vaccin peut justement avoir des influences malsaines sur le corps humain parce que justement, il y a toute cette histoire d'ARN messager et que de la modification de la protéine qui peuvent en générer plein de choses. Donc, ça, c'est tout un autre mode de fonctionnement. Maintenant, la science, qu'est-ce que c'est que la science? C'est de reconnaître deux points de vue diamétralement opposés et de chercher à ce que ces deux points de vue-là se rencontrent pour qu'il y ait effectivement une véritable discussion et qui arrive effectivement à ce qu'on voit la clarté plus grande prendre forme. Actuellement, malheureusement, cette volonté, cet échange qui devrait prendre forme, qui devrait exister, n'existe pas parce que d'une part, le savoir, que je dis, le savoir scientifique, ce qui se dit être les scientifiques, qui disent que les autres sont des conspirationnistes, ne favorisent pas la communication. Et de l'autre côté, ceux qui se disent, qui sont accusés d'être conspirationnistes, sont malheureusement se retrouvent dans une position où malheureusement, ils ne sont finalement pas en mesure de se faire entendre véritablement et les deux points de vue ne parviennent pas à une communication. Donc moi, ce que je te dirais, Cécile, à quelque part, c'est qu'il faut justement reconnaître à quelque part, d'abord et avant tout, que la position de pouvoir que moi, je suis en tant qu'être humain, c'est d'abord et avant tout d'assumer à quelque part qui je suis, d'assumer qui je suis, ça veut dire finalement de demander à être bien informé. Moi, par exemple, par rapport à cette notion de vaccin, moi, je crois quelque part qu'on mérite d'être mieux informé, que ce n'est pas des compagnies qui peuvent nous dire, ben voici, nous avons fait des tests, voici le pourcentage de réussite que nous avons. Ça m'apparaît un peu gros. Moi, je me dis, ben écoute, moi, je veux bien quelque part me faire vacciner si on me fait des démonstrations à quelque part que c'est safe, que c'est sain, à quelque part, cette vaccination-là. Donc, moi, c'est ça que moi, je demande. Et c'est ça, quelque part, qu'on devrait tous demander. C'est bien beau, quelque part, écouter, quelque part, l'autorité, mais l'autorité, elle doit nous faire valoir, quelque part, elle doit nous informer. Elle ne peut pas nous donner des informations par des biais qui sont pas fiables, si tu veux. Alors, pour moi, ça, c'est une première chose que je dirais. Donc, ça, c'est une première chose, c'est donc de demander l'information. Et quelque part, l'information, ça veut donc dire quelque part ne pas non plus sombrer dans la peur. La peur par rapport justement à tout ce qui est dit. Parce que dans les deux côtés, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas nécessairement fiables. Donc, dans le côté plus conspirationniste, on peut dire des choses qui sont des fois qui sont un petit peu exagérées et qui peuvent nous éloigner aussi du bon sens. Donc, je pense qu'il faut vraiment trouver une position juste pour être capable
de trouver une voie justement qui nous relie à une sécurité à l'intérieur de soi. Ma sécurité, c'est quoi? C'est mon pouvoir que je me donne. Si moi, je me donne du pouvoir, ben, je ne me donne pas une position où je nourris à quelque part mes peurs, mes insécurités. Donc, je pense que ça, c'est une première chose, c'est de développer ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, c'est justement de ne pas se laisser prendre par toutes les rumeurs, je dirais. Parce qu'il y a une différence à faire entre des rumeurs et des faits. Alors, moi, c'est ça que j'essaie de valoriser tout le temps dans ma démarche. Maintenant, dans une expertise plus intuitive, c'est évident quelque part qu'on doit se questionner. Moi, je suis d'accord avec ça, se questionner sur ces choses-là et on doit demander quelque part des comptes pour être en mesure de prendre des décisions qui sont en accord avec ce que nous, on juge comme étant juste par rapport à soi. Je pense que ça, c'est relié à une forme de cohérence qui nous est demandée. Oui, je sais de sources sur que l'on perd son âme suite à la vaccination, c'est en être en autarcie. Alors, tu vois, je sais de sources sûres, mais moi, j'aimerais ça connaître ta source sûre, Céline, tu vois, parce que là, on tombe dans le monde des croyances. Et le monde des croyances, seulement, c'est un monde, en quelque part, qui est dangereux. Parce que quand on parle de spiritualité, on parle de croyances, justement. On parle, quelque part, de situations où on peut croire en quelque chose. Et évidemment, en croyant quelque chose, ben, ça peut nous amener des fois à des fausses pistes complètement. Donc, il faut bien faire la différence entre source sûre. La source sûre, c'est telle personne m'a dit ça, c'est une personne qui est sûre. Oui, mais elle peut se tromper, cette personne sûre. Donc, cette personne-là n'est pas une source sûre. La source sûre, quelque part, c'est quand on a on est parvenu justement à voir des choses. Soit comme dit non, un guérisseur qui voit. Mais, moi aussi, je vois, puis on peut voir, on peut tous voir, puis on peut avoir des avis différents. Donc, il faut encore une fois être en mesure, quelque part, de savoir qu'est-ce que ça veut dire l'âme. Quand il me dit, je sais de source que l'on perd son âme. Wow! C'est gros de dire ça, là. J'aimerais ça qu'il m'explique, ça veut dire quoi perdre son âme? Parce que quelque part, moi, ce que je te dirais par rapport à ça, finalement, c'est que oui, une vaccination ne va pas me faire perdre mon âme. Ce qu'elle va faire perdre, à quelque part, c'est qu'elle pourrait dérégler mon système physiologique et possiblement ma structure énergétique. Maintenant, quelque part, est-ce qu'elle ferait en sorte de perturber mon âme? Mon âme, à quelque part, c'est ma connexion avec ma dimension spirituelle. Donc, évidemment, si moi, je dois mourir, mon corps physique meurt, ma structure énergétique s'effondre, bien, à quelque part, est-ce que ça va détruire pour autant mon âme? Tu sais, à quelque part, il faut bien faire attention à ce qu'on dit. Non, un guérisseur qui voit l'âme est détaché, oui, mais en fin de compte, la première chose que je te dirais par rapport à ça, Cécile, c'est qu'est-ce que c'est qu'une âme chez cette personne-là, hein, parce que encore là, la terminologie ésotérique, elle est très complexe, parce qu'on peut parler de l'âme. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'âme? Il y a des gens qui vont parler de l'âme d'une certaine façon, d'autres vont parler d'une autre façon. On ne sait pas toujours ce que c'est que l'âme. On peut penser qu'un corps physique, il y a un champ énergétique qui est finalement cette capacité que j'ai, moi, d'absorber et de remettre de la lumière, qui est donc finalement quelque part un reflet de mon activité biolumineuse des cellules. Et puis ça, cette définition que je viens de donner, c'est ma définition. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ésotérisme qui ne vont pas parler de cette définition-là quand ils parlent du corps éthérique ou du champ subtil. Ils vont plutôt parler d'un corps autonome et dépendant du corps physique dans certains cas. Ensuite, on parle du corps astral. Le corps astral, qu'est-ce que c'est? C'est l'émanation de cette lumière-là qui va finalement aller chercher de l'information psycho-émotionnelle associée à mon histoire de vie, associée à mon histoire familiale, associée aux mémoires d'autres vies. Donc, à quelque part, ce corps astral-là emmagasine de l'information psycho-émotionnelle. Il y a le corps mental qui emmagasine des pensées, des croyances, etc. Il y a le corps causal qui emmagasine des mémoires d'autres vies. Et les corps spirituels qui vont être au-dessus de ça. Donc, quand on parle de l'âme, on fait référence à ça, à cette espèce de l'espèce plus élevé. Donc, évidemment, quand on est sur Terre, ben, à quelque part, la planète, ce qu'on est sur Terre, ben, à quelque part, c'est que j'ai un corps physique et que si je décède, ben, ce corps physique-là va mourir. Est-ce que ça veut pas autant dire que toutes les autres structures vont mourir? Moi, personnellement, dans mon expérience de mes lectures intuitives que j'ai faites sur les personnes qui décèdent, j'ai pu voir quelque part que les informations, lorsqu'une personne décède, son corps physique meurt, mais les informations mémorielles qui sont associées aux couches subtiles vont demeurer vivantes. Okay? Et c'est ça, quelque part, qui est un peu la trame psychique mémorielle dont je vous parlais tantôt. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pollution mémorielle qui prend forme, qui existe depuis le début des temps, parce que, justement, tout être humain qui décède va laisser, à quelque part, cette programmation mémorielle, cette mémoire se répandre dans les mondes subtils, et qui vont faire que les êtres humains qui sont sur Terre vont se faire manipuler en quelque sorte par ces mémoires-là, parce qu'on va raisonner avec des émotions similaires à celles qui ont déjà été vécues, et ça va nourrir quelque part une genre de trame psychique qui empêche l'évolution. Donc, tout ça pour dire finalement qu'il faut à quelque part relativiser tout ça.
j'ai pas fait pour être très franc, j'ai pas regardé une voie intuitivement par rapport à cette notion de vaccination concernant cette protéine et tout ça. Mais je pense qu'il faut être très attentif, finalement, à ne pas se faire manipuler, tant par un guérisseur que par moi, que par quelqu'un qui est pro-vaccin. Je pense qu'il faut être conscient, quelque part, que notre propre vérité, c'est celle dans laquelle il n'y a pas de peur. Notre propre vérité, c'est quand on arrive justement à un niveau de détachement par rapport à ce qui peut se passer, pour être en mesure de pouvoir trouver notre source intérieure, notre force intérieure, notre puissance intérieure. Et que quand on est capable de trouver cette puissance intérieure-là, c'est là qu'on est en mesure de pouvoir développer notre intuition et d'être intuitif. Si on est dans une peur, quelle que soit la peur, qu'on soit pro-vaccin ou anti-vaccin, la peur, quelque part, qui va générer en nous, va nous éloigner de cette démarche intuitive qui nous est nécessaire pour être capable d'avoir une pensée juste par rapport à ça. Alors moi, si je me fie sur un guérisseur qui me dit ça, ben moi, je me trouve mal pris. Si je me fie à un médecin qui me dit que le vaccin, c'est bon, puis que tous les autres, c'est des conspirationnistes, ben je me sens mal pris aussi. Il n'y a pas, pour moi, une voie arrêtée là-dessus. Et je pense qu'il faut être capable de poser un regard de justesse par rapport à ça et un regard que je dirais de détachement pour ne pas sombrer dans les éléments de peur qui vont nous éloigner quelque part de notre propre pouvoir par rapport à ça. Moi, je pense que face à cette idée du vaccin, moi, ce que j'attends depuis un certain temps, hein, c'est qu'on me fasse la preuve à quelque part que le vaccin a une certaine efficacité et à quelque part qu'il est juste de le faire. J'attends, moi, cette confirmation-là. Moi, je n'ai pas reçu le vaccin parce que je ne sens pas en moi. Je ne sens pas en moi actuellement cette démarche-là. Et je n'ai pas eu la chance que je suis en train de faire une grande rédaction d'un grand livre, donc qui est très important pour moi. Et je n'ai pas pris le temps de faire des évaluations très poussées là-dessus. Par contre, j'ai entendu des médecins qui ont des points de vue, d'autres points de vue, etc. Je pense que c'est important de faire notre propre jugement là-dessus. Mais si on veut trouver notre source à l'intérieur de soi par rapport à ce pouvoir intuitif-là qui est en nous, ce n'est pas en nourrissant la peur d'un bord comme de l'autre. C'est en retrouvant quelque part notre capacité à développer notre sagesse intérieure qui, elle, pourrait nous amener à nous faire vacciner, qui pourrait nous amener à ne pas nous faire vacciner. C'est un choix. Et ça, je pense que c'est important, quelque part, de ne pas sombrer dans les manipulations émotionnelles qui sont associées à tout ça, qui sont reliées à des peurs, encore une fois, et qui sont compréhensibles. Mais en même temps, ce n'est pas là que notre pouvoir, notre superpuissance peut se développer, assurément. Donc, Robert, mon Dieu, Robert, qui dit que j'étais vacciné, peux-tu faire une lecture intuitive pour savoir si ça a eu un impact sur mon champ énergétique? OK, donc Céline qui me dit « J'ai confiance dans ma nature et je développe l'auto-guérison depuis 30 ans. » Donc, Cécile, tu n'as rien à craindre. Ça veut donc dire parce que tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que quelque part, tu développes un pouvoir sur ta propre conscience. Et ce pouvoir-là, quelque part, je crois que c'est important de se l'attribuer. Puis effectivement, parce qu'on a une conscience, on n'est pas prêt à mettre n'importe quoi dans notre corps et je pense que c'est tout à fait viable. Maintenant, te laisser nourrir par des peurs, par des suppositions quelque part qui sont émises, que tu n'as pas pu toi-même expérimenter. Pour moi, il y a un danger là-dedans. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et retrouver l'intuition, c'est être capable de reconnaître finalement ce pouvoir de guérison en soi et cette capacité justement de développer une sagesse, une conscience intelligente. Et c'est ça quelque part que moi, j'avais envie de vous dire, de vous encourager à exprimer. Il y a Robert qui me pose une question intéressante. J'ai été vacciné, peux-tu faire une lecture intuitive pour savoir si ça a eu un impact sur mon champ énergétique? On peut regarder ça, donc je vais peut-être prendre le temps de faire une démonstration avec Robert, puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, tu vois, Robert, moi, ce que je te dirais au début, par rapport à ça, évidemment, donc là, on n'a pas pris le temps de faire un avant et un après comme tel, mais ce que je te dirais, c'est qu'au niveau de ton champ, ce que je sens, c'est qu'il est dans un premier temps comment dire, il est en hauteur, un peu comme s'il flottait, tu vois, comme s'il flottait et comme si ça te mettait, c'est un peu comme une forme de protection, cette hauteur-là. Pour moi, c'est comme un champ qui est protégé en hauteur, puis qui fait quelque part que c'est un peu comme une isoloir, comme quelqu'un qui devient isolé. Isolé parce qu'effectivement, toute sa structure interne, elle est comme pas en mouvement. Ce n'est pas en fluidité, ce n'est pas en circulation, ce n'est pas en énergie. Alors ça, c'est la première chose que je te dirais. Et pour moi, c'est comme un peu comme relié à quelqu'un qui a une pensée
moi, je dis ça un peu comme quelqu'un qui a une pensée figée. Tu vois, comme quand on est dans une peur, par exemple, on va se figer. Ou quand on est dans un stress, on va se figer. Quand on veut faire quelque chose coûte que coûte, on va se figer. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je perçois dans un premier temps concernant ce que je perçois de toi. Là, je vais faire une action pour faire bouger l'énergie. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Toi, au niveau de la déprogrammation, ce que je sens que tu me demandes, c'est de la douceur. Donc, je vais t'envoyer de la douceur. Ça, c'est comme s'il y avait de la tristesse là-dedans quand on a de la douceur, parce qu'il y a comme des choses qu'on regrette. C'est comme ça que je pourrais dire ça dans un premier temps. Alors évidemment, quand je dis des choses que tu regrettes, ça ne veut pas dire pour autant que c'est le vaccin que tu regrettes ou la prise du vaccin que tu regrettes. Mais c'est certain qu'il y a quelque part à l'intérieur de toi-même comme un corps qui, comme un être en toi qui a une certaine forme de souffrance, de pleurs, de tristesse, parce que justement il y a des regrets. Comme si on n'avait pas on n'avait pas accompli. Tu vois, l'accomplissement, pour moi, ça touche la notion de faire confiance, de se faire confiance. Et on n'avait pas accompli cette capacité de se faire confiance complètement et totalement. Et c'est ça un petit peu que je sens. Ce que je te dirais, Robert, par rapport à ça, puis là, évidemment, on le fait d'une façon très amusante. C'est pas, j'ai pas l'intention de quoi que ce soit en te le disant comme ça. Mais ce que je te dirais, c'est que simplement, j'ai l'impression que ce que le vaccin aurait pu faire, c'est la question que tu m'as posée, c'était ça. Donc, je vais répondre parce que tu m'as posé cette question-là. C'est que peut-être effectivement que ça a inhibé en quelque sorte un petit peu les fonctions immunitaires. Ça fait curieux de dire ça, mais c'est comme ça que je peux le ressentir. Et ça créait quelque part dans ton corps une genre de paralysie. La paralysie, c'est un peu comme ton corps, finalement, qui ne sait pas trop comment euh, réagir. Tu vois? Un peu comme un corps qui est en autoprotection. Et cette autoprotection-là fait qu'il est dans une situation où, à l'intérieur de lui-même, il y a une espèce de quête de sens. Tu sais, la quête de sens, c'est que moi, je suis un être humain, mon objectif en tant qu'être humain, c'est de m'ouvrir à mon environnement. Alors, c'est comme si le vaccin avait comme fermé un peu ton environnement interne. Alors, c'est ça un peu l'idée que j'aimais là-dedans. Et que ça va peut-être aussi avec au niveau psychologique, avec cette idée que toi, tu auras envie de pouvoir t'épanouir davantage en tant qu'être humain, puis que le vaccin, ben, quelque part, pourrait contribuer à te rendre moins ouvert vers l'extérieur. Donc, il y a une forme de déception qui vient avec ça parce qu'on n'est pas nécessairement content à quelque part de ça, mais ça, tout ça, ça fait un niveau inconscient. Je ne te dis pas que c'est toi consciemment qui as ces prises de conscience-là, mais au niveau plus subtil, c'est comme ça que je le perçois. Et puis, quand on essaie de faire bouger l'énergie dans ton champ énergétique, ce que je sens quelque part, il y a vraiment comme une forme de refus. Tu vois, le refus, c'est de dire, bon, ben, euh, c'est un peu, là, j'ai mis, c'est une question que tu m'as posée, donc on s'est amusé à se faire ce jeu-là, mais ce que je sens, c'est que comme si toi, tu étais au niveau de ton corps, de ta conscience vivante, il y avait comme une révolte ou une insatisfaction par rapport au fait que ce vaccin-là avait pu contribuer à un frein au niveau énergétique puis au niveau de ton vivant qui est en toi. Donc, ça a amené une forme de période un peu, euh, je dirais aphasique, c'est un peu comme quelqu'un qui parle, mais qui n'a plus période de parler parce que le vaccin aurait pu contribuer un petit peu à cet élément éteint qui se manifeste en toi. Alors, ça ne veut pas dire que le vaccin est nécessairement mauvais hein, quand je te parle de ça, parce qu'évidemment, un vaccin peut être utile quand on sait quelque part qu'il a donc des aspects positifs versus des aspects négatifs, puis il y a une contrebalance qui se fait, qui fait qu'on va justifier le fait qu'on va se vacciner, même s'il y a des aspects négatifs qui peuvent être là. Donc, ça, c'est une question très personnelle. Je ne vais pas embarquer là-dedans parce que je sais que c'est une situation très personnelle qu'on a tous à regarder chacun de notre côté. Mais ce que je sens quand même, c'est qu'actuellement, il y a effectivement, comme au niveau de ta structure, comme genre d'inhibition au niveau énergétique. C'est un petit peu ça que je dirais. Puis,
quand je cherche à rétablir le mouvement, tu vois, c'est ça que j'essaie de faire dans ton cas, Robert, pour rétablir un peu le mouvement de façon plus positive. Je sens qu'il y a une période d'adaptation. C'est comme si, à quelque part, il y avait quelque chose comme une phase dans laquelle il y avait une reconstruction, pourrait-on dire, au niveau de ta structure qui va se faire progressivement. Et cette réorganisation-là, elle va te permettre justement de retrouver quelque part un équilibre. C'est comme ça que je pourrais l'exprimer. C'est comme quelque chose qui va se faire dans un temps, en temps et en heure, pourrait-on dire ça comme ceci. Donc, pour moi, le vaccin, pour dire, donc, je dirais que, merci, je crois que si on reçoit le vaccin, il faut le recevoir en pleine conscience. Oui, bien, c'est certain que, en fin de compte, toute action, quelque part, idéalement, puis là, ça c'est un mode idéal, on devrait toujours être en pleine conscience. Moi, est-ce que je suis toujours en pleine conscience? Non. Donc, vous n'êtes pas toujours en pleine conscience, probablement non plus. Ce qui veut donc dire quelque part qu'on doit tous travailler à être plus en pleine conscience possible pour arriver à avoir une position de témoin par rapport à la vie. Et cette position de témoin, c'est la position qui veut qu'on s'accompagne dans la vie, qu'on s'accompagne dans la prise de vaccin, par exemple, qu'on s'accompagne dans la non-prise de vaccin. C'est qu'on s'accompagne. Et s'accompagner ne veut pas dire quelque part se mettre dans des situations de croyance. L'accompagnement, c'est j'accompagne ma vie en moi. Je suis pas dans une croyance, là. Je suis en train de m'accompagner dans ma vie en moi. Donc, par exemple, toi, Robert, tu es en train de constater peut-être un état en toi. C'est comment je peux m'accompagner dans cet état-là pour favoriser la vie en moi. Moi qui n'ai pas pris de vaccin, ben moi, comment je peux m'accompagner pour que justement ma vie s'accompagne en moi de la même façon. On est tous dans le même bain là-dedans. Donc, à quelque part, c'est important de ne pas commencer justement à diaboliser quelque chose. Puis si on le diabolise, bien qu'on soit capable d'en faire une démonstration claire, nette et précise. Alors, puis il faut bien faire la différence entre les croyances, parce que dans l'intuition, il y a un grand danger, c'est de partir sur des règles et des lois. Hein, par exemple, moi, je peux être convaincu que je suis le bon Dieu, puis je vais changer le monde. C'est une croyance que je peux avoir, parce que si je veux faire la démonstration de ça, je dois la faire en démonstration, c'est-à-dire je dois démontrer que je suis le bon Dieu et que je peux changer le monde. Donc, si je le fais, il y a peut-être des chances que les gens vont me dire, ah ben, il fait des choses extraordinaires, mais peut-être effectivement qu'il est le bon Dieu. On va des questions. Fait que le temps, on va arriver ou non à déterminer si on l'est pas, on l'est ou on ne l'est pas. Donc, à un moment donné, il faut se sortir quelque part de ces croyances ou des lubies ou des pensées quelque part qui nous laissent croire des choses pour être capable d'aller reconnaître qu'à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce qui est le plus important, ce n'est pas les croyances, c'est la vie qui est en moi, de quelle façon je peux la cultiver. Je pense que c'est vraiment important de bien reconnaître ça. Non, je n'ai pas pris le vaccin, mais j'ai confiance en mon corps pour se maintenir en parfaite santé. Dans le pire des cas, je suis capable avec l'intention de neutraliser des effets négatifs. Ça, c'est une... Je ne vais pas vouloir te décevoir, mais ça me fait penser à quelqu'un, ça me dit ça. Il y a quelqu'un, à un moment donné, j'ai été voir, il voulait me vendre des choses, des produits énergétiques qu'il avait conçus. Et puis lui, il fumait. Et puis, une des choses qu'il m'a dit en discutant avec moi, il dit, j'ai demandé à mon guide si ça allait causer un problème que je fume. Puis le guide lui avait répondu, non, toi, as-tu un problème avec ça? Je dis non. Ben, il dit, il n'y en a pas de problème. Donc, à quelque part, il disait que lui, parce qu'il était connecté en spiritualité, bien que la cigarette n'avait pas d'influence sur lui. 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, je ne sais plus, il est mort de cancer des poumons. Alors, je ne veux pas te dire que, je ne veux pas te créer l'insécurité en te le disant comme ça, mais je veux juste faire comprendre quelque part, il y a des croyances, encore une fois, dans l'ésotérisme et dans la spiritualité qui nous éloignent, quelque part du bon sens. Il y a effectivement des choses qui peuvent être nuisibles. Si je fume pendant 25 ans, 30 ans, 2 paquets par jour, ben, j'ai beau être spirituel, j'ai des chances à quelque part que ça m'affecte. Si je mange super mal tous les jours de ma vie, il y a des chances qu'à un moment donné, mon corps soit affecté par ça. Si j'ai des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes que je crée dans ma vie, qui me perturbent, ben à un moment donné, ça peut me perturber d'une façon assez importante pour me rendre malade, je ne sais quoi. Donc, à quelque part, il y a bien sûr, où je suis d'accord avec toi, Mélissa, c'est que oui, tu peux avoir confiance dans ton corps, puis oui, quelque part, tu peux maintenir ton corps en bonne santé, et dans ce sens-là, ça implique un accompagnement. Et cet accompagnement-là ne va pas se faire dans la tête, il va souvent se faire par justement des exercices. Tantôt, je parlais de l'enracinement, par exemple. La pratique de l'enracinement est une pratique qui est très intéressante, qui va cultiver à quelque part la vie en nous. La cohérence cardiaque est une autre pratique intéressante qui va cultiver aussi cette notion-là de sensibilité avec soi. La méditation peut être intéressante aussi pour nous rendre conscients. Puis évidemment, les techniques d'auto-guérison qu'on propose en pleine conscience intuitive, où on intègre lecture intuitive, déprogrammation et soins,
vont être tout à fait intéressantes aussi pour amener justement un travail plus riche et plus intéressant à prendre forme. Donc, moi, je dirais quelque part qu'il faut se sortir de la tête pour se ramener dans le corps, puis se rendre compte qu'effectivement, si on veut être en santé, puis on veut prendre soin de soi, puis on doit porter notre attention dans le concret, dans le tangible. Parce qu'actuellement, on est dans l'ère de l'information, puis de l'ère de la virtualité. L'ère de la virtualité est tellement grande qu'on reçoit de l'information, puis on doit se positionner par l'une ou l'autre des deux informations. Anti-vax, pro-vax, par exemple. Ah, il faut que je me positionne. Je suis pour ou je suis anti? Ben, j'ai-tu le droit, moi, d'être ni l'un ni l'autre? Est-ce que moi, j'ai le droit simplement d'être connecté avec moi, puis d'être connecté avec le principe vivant qui est en moi, puis de reconnaître à quelque part que je ne suis pas pro ou contre, je suis pour moi. Je suis pour moi, pour ce que j'ai besoin, moi, pour que moi, je sois en santé, moi, je sois bien. Donc, on se sent quelque part de cette espèce de position de dualité qui, à quelque part, ne nourrit personne, il n'aide personne. Parce que la dualité fait quoi? Elle fait de la dualité. Puis la dualité, bien, finalement, crée des conflits. Et les conflits font, à quelque part, que l'être humain n'est pas dans un processus d'évolution, n'est pas dans un processus d'éveil, il est dans un processus d'endormissement. Parce que l'information qui lui est retransmise, elle vient d'où? Elle vient des réseaux sociaux, elle vient quelque part de l'information qui est présentée d'une façon complètement malsaine, à quelque part, parce qu'effectivement, il y a des dualités qui nous sont présentées, puis il n'y a pas de tentative de synthèse. Et la synthèse est essentielle. Et quand on pense à vouloir prendre une décision, bien, on peut aller à gauche, on peut aller à droite. Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre l'une ou l'autre des deux directions? C'est qu'on va faire une synthèse de la gauche et de la droite. Et cette synthèse-là va se faire comment? Elle va se faire en reconnaissant le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre. Et ensuite, on va faire un genre de lien, de synthèse, qui va nous amener à dire, OK, il y a un point de vue qui dit ça, un autre point de vue qui dit ça, puis ça a de l'allure, ça a de l'allure. Et on arrive à une synthèse qui va faire que nous, on va pouvoir arriver à faire un choix. Quand on arrive à cette position de dichotomie, aussi grave qu'actuellement, où il y a un qui dit oui, l'autre qui dit non, et qu'il n'y a aucune communication entre les deux, ça crée une situation quelque part où on ne peut pas faire de synthèse. Et cette synthèse-là ne nous permet pas, nous, de nous réapproprier notre vérité. Et je pense que c'est très important, quelque part, de ne pas sombrer là-dedans et de commencer à se rappeler, quelque part, qui nous sommes. On est qui? Ben, on est des êtres dotés d'intelligence et de sagesse et qu'on est capable, donc, effectivement, de renouer contact avec elle pour se connecter, justement, à ce pouvoir-là. Puis je pense que c'est important de se le rappeler. Mélissa qui me dit, je parlais dans le cas où vous obligerez à le faire pour voyager ou pour aller au restaurant. Bien sûr que oui. C'est sûr qu'à un moment donné, ben, inévitablement, si des situations d'obligation doivent se faire, ben, quelque part, bon, il faudra sans doute poser un regard sur soi, encore une fois, pour ne pas être un mouton, je dirais. Pas être un mouton noir non plus, puis pas être un mouton blanc non plus, mais un mouton à quelque part intelligent. Le mouton intelligent, à quelque part, fait ce qu'il fait en accord avec ce que lui ressent, ce que lui ressent, non pas dans l'idée d'être contre quelque chose, mais d'être capable de reconnaître qu'est-ce qui est juste pour que lui, à quelque part, puisse trouver son équilibre tout en reconnaissant dans son entourage. On vit dans une société, c'est complexe. Il y a des gens, quelque part, qui pensent avoir la vérité. Ils sont peut-être tard complètement. Et ils peuvent vouloir, eux, ces gens-là, nous imposer leur vérité. Si on passe au Moyen-Âge, par exemple, ben, il y a des femmes qui ont été, plein de femmes qui ont été brûlées vives sur des feux parce on disait qu'ils étaient des sorcières. Et ça a été fait au nom de Dieu. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était vrai? Peut-être qu'il y en avait effectivement qui étaient malsaines dans tout ça, peut-être. Mais je pense qu'il y en a une grande majorité qui ne l'était pas. Donc, il faut savoir quelque part se poser des questions pour finalement renouer contact avec ce que moi j'appellerais la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est quelque chose de subjectif qui est à l'intérieur de soi. Et c'est à travers cette démarche intuitive-là qu'on arrive à trouver notre propre vérité. Cette vérité-là, c'est la nôtre, c'est la nous est personnelle et on ne peut pas se faire imposer quelque chose de l'extérieur. Et je pense que c'est important de se le rappeler, ça. Alors, comment on arrive à faire la lecture intuitive? Il faut faire une formation. Ben, la lecture intuitive, à quelque part, il y a plusieurs façons Premièrement, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont développé des dons, des talents. Des dons comme ça, ils sont nés avec cette habileté-là. Mais je dirais, moi, je crois beaucoup en apprentissage. L'apprentissage peut se faire de diverses façons. Il y a un apprentissage, par exemple, qui se fait à travers des cours, des enseignements très courts. Moi, j'ai donné entre autres un enseignement de trois ateliers de 2 heures, dans lequel je présente les bases de l'enseignement de la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire lecture intuitive, déprimation et soins. Et c'est préenregistré, ça c'est accessible, ça c'est pas cher, c'est donc 3 fois 2 heures d'enseignement en replay. Donc c'est possible de s'introduire à la pratique. Et à partir de là, bien, finalement, si on pratique beaucoup, ben, on peut arriver à quelque chose. Si on veut un peu plus élaboré, bien évidemment, il y a des enseignements un peu plus élaborés. Si on veut travailler sur soi, bien, il y a des programmes qui sont
orientés sur travailler sur soi, des programmes personnels, par exemple pour s'harmoniser à ses émotions et aux relations que l'on vit. Il y a un programme qui existe qui dure à peu près 6 mois. Il y en a un autre qui s'appelle Auto-guérison pour travailler pour se soigner. Il y en a un autre qui s'appelle Alignement à l'âme et aux soins par les guides, qui est un autre programme qui dure à peu près 6 mois aussi. Il y en a un autre qui s'appelle Mission de vie et transformation de l'être. Et il y en a un autre qui s'appelle Spirale évolutive des chakras. Donc, tous ces modules-là, ces programmes-là sont 6 mois et on vous accompagne dans une démarche de guérison que vous effectuez sur l'un ou l'autre de ces thèmes-là. Alors ça, c'est pour soi, par contre. Il y a une formation personnelle aussi qui se fait uniquement sur soi aussi, qui est plus complète, qui dure 18 mois. Maintenant, des formations professionnelles, où on peut le faire également. Alors, c'est ça. Donc, évidemment, plusieurs enseignements qui existent dans le marché sur l'intuition. Ça dépend, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez aller chercher. Moi, ce que je valorise, c'est lecture intuitive, déprogrammation et soins. Pour moi, c'est les trois ensemble. Et évidemment, vous avez vu qu'il y a plusieurs types d'enseignements qui peuvent être suivis. Si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec moi. Si vous me parlez, vous me dites c'est quoi vos besoins, je pourrais vous aiguiller vers l'un ou l'autre de ces enseignements-là. Il y a des cours très courts qui peuvent être accessibles et des cours plus longs, dépendant de votre encadrement que vous voulez avoir. Il y a des enseignements, évidemment, qui existent dans d'autres voies, que ce sera à vous d'aller chercher, qui peuvent vous proposer de développer des habiletés intuitives de diverses façons. Il y a des gens aussi qui vont vouloir développer des cartes. Moi, je suis en train de développer un jeu de cartes intuitif qui va sortir dans à peu près 3 mois, qui va proposer donc de développer l'intuition à travers un support qui est le jeu de cartes. Il existe beaucoup de jeux de cartes actuellement dans le monde qui sont disponibles, qui peuvent favoriser le développement de l'intuition. La numérologie peut être une façon de développer l'intuition. Le pendule peut être un outil pour développer son intuition. Il y en a plein d'autres, en fin de compte, qui peuvent être faits. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons d'aborder l'intuition. Moi, la façon que je la propose, c'est la pleine conscience intuitive, à travers les 3 modes dont je vous ai parlé tantôt. Maintenant, évidemment, il y a plein d'autres façons. On peut aussi vouloir faire de la bonne aventure avec l'intuition. Alors ça, c'est une autre façon de faire. Vous voyez, on peut communiquer avec des entités. Il y a plein de façons de faire l'intuition. Moi, j'ai essayé de présenter un ensemble d'applications de la pratique intuitive dans mes formations, mais encore une fois, on n'est pas obligé de suivre un chemin comme celui-là si on a envie d'aller vers des voies plus simples. Alors, je pense que c'est important de trouver ce qui nous motive, ce qui nous intéresse pour arriver à développer l'intuition le plus efficacement possible. Alors, merci pour toi, Jacqueline, qui me dit qu'elle allait quitter. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant sur votre vie ou sur le sujet de la conférence de ce soir que vous auriez à me transmettre? Alors, si vous voulez, je peux faire une petite démonstration. J'en ai fait une avec Robert sur le vaccin, qui était inusité. Mais si vous voulez, je peux en faire une également sur un thème de votre vie à vous, puisque normalement, je fais toujours une petite démonstration. Après les 3 ateliers, qu'est-ce qui est mieux comme formation, s'il te plaît? Alors, ça, c'est une question. Évidemment, c'est toujours bien, ça serait sans doute bien, Katinka, qu'on puisse se parler de vive voix directement. Ça serait plus simple que le faire comme ça. Mais je vais quand même répondre à tes questions dans le sens que toi, quand on suit des enseignements, en fin de compte, parce que tu me dis après les 3 ateliers, il y a plusieurs enseignements qui existent. Et les 3 ateliers dont je parlais, ce n'est pas celui que tu as suivi, juste pour te le dire. Les 3 ateliers dont je parlais, c'est un atelier, en fin de compte, qui est d'introduction à la pleine conscience intuitive, qui a été fait dans le cadre avec des collaborateurs qui m'ont organisé ça. Et on les a en replay. Et c'est 3 ateliers de 2 heures qui te donnent vraiment les bases pour apprendre à développer l'application sur toi et sur un partenaire. Donc là, tu as vraiment, en très peu de temps, une introduction qui peut être intéressante. Il y a le week-end d'introduction Renouer contact avec sa mission de vie, qui est un atelier un peu plus long, puisque lui se fait en à peu près une dizaine d'heures. Qui est un week-end qui te présente les bases de l'enseignement pour travailler sur toi et travailler sur un partenaire, mais plus sommairement, mais tu travailles là-dessus. Donc ça, c'est des enseignements qui sont accessibles, qui sont courts, qui peuvent donner des outils, des éléments pour pratiquer vers un partenaire aussi. Il faut comprendre que la pleine conscience intuitive, c'est d'abord avant tout une pratique personnelle pour commencer, parce qu'on doit comprendre notre langage interne. Si moi, je ne comprends pas mon langage interne, je peux à quelque part commencer à moins bien comprendre le langage de l'autre parce que je n'ai pas compris comment moi je fonctionnais. Donc, dans l'enseignement, souvent, dans les enseignements plus avancés, on va proposer donc une alternance entre pratique personnelle et pratique professionnelle. Après le week-end, Renouer au contact avec sa mission de vie, il y a une première spécialisation qui va être beaucoup mise de l'avant, qui va avoir lieu donc en septembre, qui s'appelle Spirale évolutive.
Donc, c'est une spécialisation qui est un peu comme un survol de toute la formation, puisqu'on travaille sur l'aspect énergétique, psycho-émotionnel et spirituel des chakras. Et il y a un livre qui va sans doute sortir en septembre qui va proposer justement l'ensemble de cette typologie-là que je vais proposer dans le cadre de cet enseignement-là. Donc, le livre, il n'est pas essentiel pour la spécialisation, puisque la spécialisation se veut pratique, où on apprend à faire donc lecture des programmations et soins énergétiques, psycho-émotionnels et spirituels dans le cadre d'une formation qui donne vraiment une base de l'ensemble de ce que tu as besoin pour pratiquer. Donc déjà, avec cette spécialisation-là, tu as une supervision aussi. Donc, à la fin de la spécialisation, ben, tu peux pratiquer. Donc ça peut être vraiment une voie qui est quand même assez accessible aussi. Alors évidemment, si tu communiques avec moi par mail, je pourrais t'envoyer des informations qui te permettront, toi, de pouvoir aller chercher le maximum je pourrais répondre directement avec des questions par téléphone ou par mail ou je ne sais quoi, mais on pourrait se parler. Je pense que ce serait peut-être la meilleure façon. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires que vous aimeriez me faire concernant ce que nous avions à parler aujourd'hui? Donc, comme conclusion, je vais faire une petite conclusion pour aujourd'hui. Alors, évidemment, sommes-nous à l'ère, est-ce qu'on peut rien faire? Oui, je pense que vous avez compris qu'on peut faire plein de choses déjà. On peut simplement se réapproprier un pouvoir par rapport à notre propre vie. De quelle façon que ce pouvoir-là peut se développer? C'est en me reconnectant justement avec cette sagesse intelligente qui anime chacune des cellules de mon corps. Cette sagesse-là qui est là, elle appartient à qui? Elle m'appartient à moi. Elle appartient quelque part à un soin que j'ai à me donner et une capacité que j'ai à m'accompagner pour être de plus en plus en alignement avec mon être. Et je pense que cette étape-là est essentielle pour être capable justement de comprendre les défis qui se manifestent dans la vie actuellement en tant que collectivité, puisqu'en tant que collectivité, on en est rendu à une étape où, ce que je disais, le transhumanisme prend forme de plus en plus. Je pense que c'est une évidence ça va prendre de forme de plus en plus fortement. Donc, nous, à quelque part, c'est important de se reconnecter justement à notre centre, à être centré, pour être capable de nous connecter avec cette vie qui est en soi et de la nourrir pour cheminer, évoluer, se développer en accord avec notre être. Je pense que c'est important de pouvoir rester connecté avec soi-même. C'est la meilleure des choses, de toute façon, dans une démarche comme celle-là. Et la pleine conscience intuitive est un excellent outil pour ça. Donc, si vous êtes intéressé, communiquez avec moi. On pourra regarder ensemble qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce que je pourrais vous proposer qui conviendrait bien à vos besoins. Ça me fera plaisir de le faire de toute façon. Donc voilà, alors je vais vous remercier d'avoir été présent pour cette conférence. J'espère que vous avez apprécié. Si les questions, des interrogations, c'est le moment de me les faire. Sinon, si vous êtes trop timide ou trop gêné, vous pouvez me les faire par mail ou à un autre moment donné. Ça me fera plaisir d'y répondre aussi. Vous allez, dans le prochain mail que je vais vous envoyer au 1er juillet, des petites vidéos que je vais vous envoyer sur des thèmes. Donc, c'est des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, des thèmes qui sont de tout ordre, ou même des questions d'ordre personnel. Je vais répondre dans ces petites vidéos-là qui vous permettront, et permettra à tout le monde finalement de pouvoir bénéficier de ce que je vais transmettre. Évidemment, si c'est des questions personnelles, je vais prendre le temps de répondre personnellement sans vous nommer et je vais les présenter cette même question-là d'une façon plus collective aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes le bienvenu à m'en faire part par mail, par exemple, ou de la façon que vous souhaitez. Donc, voilà. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle fin de soirée ou une très belle fin d'après-midi pour ceux qui sont au Québec. Et je vous dis donc à très bientôt. Ça va être mis en ligne d'ici peu, disons d'ici demain, je pense que vous allez pouvoir assister au replay si jamais cela vous intéresse. Donc voilà. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été présent et prenez soin de vous. Au revoir.